Le prolongement de la guerre d'invasion menée par la Russie en Ukraine a mis à nu une sinistre réalité, celle de ses ressortissants africains transformés en chair à canon pour les besoins militaires de la Russie. Nombre d'entre eux ont perdu la vie sur le front dans des conditions opaques. Les plus chanceux ont soit été capturés par les Ukrainiens, d'autres ont pu s'enfuir dans les pays baltes. Dans ce numéro de Devoir de vérité, nous en parlons sans fioriture avec nos consultants sur ce plateau, Alafi Wakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan, et Jean-Richard Nguessan, journaliste et analyste politique, Francis Laloupo, journaliste et chercheur associé à l'IRIS, ainsi que le confrère Raoul Christophe Bia de Media Afrique News nous rejoindront en duplex. Messieurs, bonjour. Bonjour Raymond. Francis Laloupo, bonjour. Bonjour Raymond. Raoul Christophe Bia, vous intervenez depuis le Cameroun. Bonjour également à vous. Bonjour Raymond Adi et bonjour à tout le panel. Merci bien. Alors, guerre en Ukraine, les Africains, chair à canon ou tirailleurs de Poutine, c'est donc le thème que nous décryptons dans ce numéro de Devoir de vérité. Alafi Wakili, comment comprendre justement l'intérêt que portent les Africains, surtout les masses populaires, à la guerre menée par le dirigeant russe en Ukraine qui dure maintenant depuis plus de 2 ans? Je ne comprends pas l'intérêt des masses populaires africaines. Je voudrais savoir, je sais qu'il y a une forme d'opinion, il y a une certaine opinion qui est séduite par la Russie, mais je ne sais pas de quel type d'intérêt des masses populaires il est question. On perçoit par exemple qu'en Centrafrique, beaucoup, dès les débuts de l'invasion menée par la Russie, se sont portés volontaires pour aller prêter main forte aux troupes russes sur le front en Ukraine. Ailleurs, dans d'autres pays africains également, beaucoup ont manifesté leur volonté de rejoindre le front pour aider justement la Russie à battre l'Ukraine. Mais pourquoi cet acharnement, ce soutien assez démesuré quand même à une guerre menée très loin de nos frontières? Je voudrais savoir si le nombre de personnes concernées dépasse les gens qui prennent tous les risques pour traverser la mer encore pour aller en Europe. C'est une question. Oui, parce que si c'est une belle chose d'aller en Russie pour la guerre ou autre chose, je pense que les Africains, les jeunes Africains devraient cesser d'aller mourir dans la mer en voulant se rendre en Europe. Ils devraient se rencontrer quelque part et puis aller en Russie pour la guerre. Je ne sais pas combien sont-ils. On voit toujours des jeunes Sénégalais mourir, des jeunes Africains de partout, essayant d'arriver en Europe pour vivre une autre vie. Ça existe, des milliers, des centaines, régulièrement. Quelle est la proportion de ceux qui vont en Russie pour faire la guerre, d'une part, ou aussi pour trouver une vie meilleure? Je pense que cette masse populaire-là devrait se détourner de l'Europe pour prendre le chemin de la Russie. Je ne sais pas si c'est le cas. Très bien. Alors, Jean-Richard, avant de vous donner la parole, on va donc interroger Francis Laloupo depuis Paris. Francis Laloupo, alors vous avez justement suivi ce que vient de dire votre confrère Alafi Wakili. On a du mal à comprendre justement le fait que de plus en plus de jeunes Africains se portent volontaires pour ambitionner, se rendre en Ukraine, pour servir donc de supplétif armé à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Alors comment est-ce que vous interprétez cette tendance? D'abord, je pense qu'il faut relativiser le nombre parce qu'on n'assiste pas non plus à une vague qui serait désireuse de se rendre en Russie. Mais comme l'a bien mentionné Alafi Wakili, il faut considérer cela aujourd'hui comme une sorte de nouvelle filière d'émigration pour certains Africains. Parce que les raisons pour lesquelles ces Africains décident d'aller combattre auprès des troupes russes en Ukraine sont des raisons qui sont généralement prosaïquement matérielles, puisque les recruteurs russes sur le territoire, dans les pays africains, écoutez, ils ne vendent pas, je dirais, à ces aspirants à l'immigration la cause ou la politique du Kremlin. Les motifs qui sont avancés généralement, en tout cas, les éléments qui sont avancés pour motiver le départ de ces jeunes désireux d'aller combattre en Russie sont des motifs essentiellement matériels. On leur propose notamment de $2000 de solde, un salaire, en guise de salaire mensuel. On leur propose également un passeport russe pour eux et pour leur famille. On leur propose, je dirais, une forme
d'immigration avec à la clé du travail et une vie qui serait une vie rêvée en Russie, encore faut-il le prouver. Souvent, l'approche utilisée par ces recruteurs ressemble, je dirais, à une sorte de dépliant touristique, quoi. Et évidemment, au bout du chemin, les choses sont beaucoup plus compliquées. La question qu'il faut se poser, c'est de combien sont partis et combien vont revenir au bout de cette aventure. On n'a pas des statistiques au moment où nous parlons, mais il faut surtout se pencher sur les méthodes de recrutement et surtout souligner que voilà, ce ne sont pas des motifs politiques, des motifs d'engagement idéologique qui amènent aujourd'hui les jeunes à s'engager auprès des troupes russes en Ukraine, mais ce sont essentiellement des motifs matériels qui sont d'ailleurs fortement exploités par les recruteurs russes qui trouvent effectivement dans cette nouvelle, auprès de ces nouvelles recrues, une manière de gonfler les troupes russes. Il faut dire que depuis le début de cette guerre, la Russie a perdu à peu près de 500 000 soldats. C'est une guerre de masse que la Russie mène contre l'Ukraine. Cette guerre devait durer, vous vous en souvenez, une semaine. Vladimir Poutine avait annoncé une guerre éclair. On en est pratiquement à 2 ans aujourd'hui. Et la Russie gonfle les troupes, et notamment avec ces soldats africains qu'on surnomme, vous le savez, on les surnomme des soldats à usage unique. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, de la chair à canon. On voit beaucoup effectivement de recrutement, mais on ne voit pas beaucoup d'Africains recrutés ressortir ensuite indemnes des combats qui sont menés actuellement en Ukraine contre la souveraineté d'un pays. Alors justement, avant de joindre Libreville, où nous attend notre confrère Raoul Christophe Bia, Jean-Richard Nguesson, il y a une réalité qui est indéniable. C'est-à-dire qu'on constate justement que dans les opinions publiques africaines, beaucoup soutiennent justement le combat que mène Poutine en Russie. Beaucoup estiment que cette guerre, elle est légitime dans la plupart de nos États, surtout dans les pays sahéliens, même dans les pays encore du Golfe de Guinée. Une certaine opinion estime que oui, il était nécessaire justement pour la Russie de mener cette guerre-là pour se défendre, pour défendre ses intérêts géostratégiques face à l'avancée de l'Occident. Alors, pourquoi est-ce que nous, Africains, on se passionne tant d'un conflit, on le disait tout à l'heure, mais qui se déroule à des milliers de kilomètres de nos frontières? Vous savez, depuis quelques années, l'arrivée au pouvoir de certains pseudo-panafricanistes, je vais faire référence notamment au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger, Poutine est plus ou moins déifié par une certaine population. Poutine est vu en sauveur. On a vu l'action de Wagner au Mali, la présence de Wagner. C'est vrai que la présence de Wagner en Centrafrique reste à polémique, n'empêche que Wagner a réussi à maintenir tout de même au pouvoir Touadéra. Wagner essaie tout de même de maintenir au pouvoir ses différents chefs d'État. Et au regard de tous ces éléments, Poutine est déifié par une partie de la population africaine. Quand on sait qu'avec l'arrivée de, que ce soit Goïta, que ce soit Ibé ou encore Tchani du côté du Niger, il y a eu cette pression de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO. On a même fait référence à une action militaire. N'eût été peut-être la présence de Wagner ou encore le soutien de Poutine, on serait arrivé à cette action militaire. Et pour ces différentes populations, Poutine est vu en sauveur. Et c'est une sorte de soutien à Poutine qui traverse, qu'on le veuille ou pas, une situation assez difficile avec la crise en Ukraine. Donc, pour ma part, il y a cette volonté d'une certaine population africaine d'aller soutenir Poutine, qui est le sauveur, qui a sauvé le Burkina Faso, qui a sauvé le Mali, qui sauve aujourd'hui le Niger. Et je pense que c'est ce qui pousse, au-delà de l'aspect pécunier, l'aspect financier que M. Laloupo révélait à l'instant, c'est ce qui pousse bon nombre de jeunes Africains à aller, comme cher à Conan, du côté de la Russie. Alors, Raoul Christophe Bia, est-ce que vous êtes avec nous? Très bien. Alors, vous qui êtes justement un peu plus proche du théâtre des opérations de la Centrafrique, qui est l'un des principaux viviers de recrutement de la Russie pour alimenter le front en Ukraine. On a vu donc dès le début de la guerre d'invasion de la Russie, certains, peut-être volontaires, parce que je ne dirais pas militaires, sinon miliciens centrafricains, intervenus sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils souhaitaient justement rejoindre le front en Ukraine
pour suppléer les rangs de l'armée russe. Vous qui êtes en Afrique centrale et qui trempez plus ou moins dans cet environnement, quelle est votre lecture justement de cet entrain que manifestent les Centrafricains ou d'autres Africains justement pour la guerre menée par Poutine en Ukraine? Écoutez Raymond, il faut d'abord partir sur le prisme de la reconnaissance que certains peuvent manifester envers, entre guillemets, le sauveur russe. Parce qu'il faut connaître, puisque vous parlez de la Centrafrique, que ce pays qui a vécu pendant des années dans la guerre civile, qui a été pratiquement mis en ruine, une partie de la population est convaincue que ces malheurs viennent de la France. N'ayons pas peur des mots. Et donc, quand les nouvelles autorités arrivent et qu'elles disent que nous nous relevons grâce aux sauveurs russes, vous comprendrez directement que les jeunes n'hésitent pas un seul instant à aller porter leur effort auprès de l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. Ils mettent ça dans le cadre de la reconnaissance de ce qu'ils ont fait pour nous. Nous aussi, par derrière, on peut leur rendre le service qu'ils nous ont rendu en allant combattre. Autre chose aussi, il faut se dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive, que les Africains se retrouvent en train d'aller combattre pour les pays, que ce soit de l'Est, que ce soit de l'Occident. C'est l'histoire qui est têtue et qui peut-être nous rattrape aujourd'hui. Peut-être que le rapport de force a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus pour les Occidentaux qu'on s'engage à travers l'ONU. On connaît aussi les fameuses forces mixtes qui se créent tous les jours pour aller renforcer la sécurité. Ce sont des Africains, très souvent, qu'on enrôle dans ce maintien de la paix. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le sauveur russe, je mets tout ça entre guillemets, est arrivé et il n'a pas boudé le plaisir de combler le vide qu'il aurait trouvé. Vous comprendrez bien que j'utilise à ce niveau-là le conditionnel. Et c'est difficile aujourd'hui de convaincre une partie de l'Afrique que Poutine ne soit pas leur sauveur. D'ailleurs, vous fréquentez les réseaux sociaux comme moi, lorsque vous parcourez une page ou une vidéo où l'on montre Poutine, vous lisez les commentaires, vous regardez les noms qui commentent, les nationalités, vous verrez que ce sont les pays qui aujourd'hui regardent Poutine comme le sauveur et qui le déifient pratiquement. Donc, pour qu'aujourd'hui on leur dise d'aller combattre en Ukraine, pour eux, ce n'est que, on va dire, rendre à Poutine ce qu'il a fait pour eux. Beaucoup n'y trouvent pas d'inconvénients. Et puis, vous ajoutez à cela, à ce qu'ils sont payés, ce sont des mercenaires. Et l'un des panélistes parlait tout à l'heure du passeport russe, de la vie qu'on leur propose et tout. Et aussi, c'est aussi la faute, quelque part, à nous, les Africains, nos dirigeants. Parce que quand on dit tout le temps, Raymond, mettons les conditions de vie pour que tout le monde ait au moins le minimum, le nécessaire. C'est de la même manière où les terroristes, les groupes djihadistes recrutent dans leur rang. Nous, ici au Cameroun, on a connu, pas qu'on a connu, on connaît des incursions de la secte terroriste Boko Haram. Mais Boko Haram, il a recruté où? Des gens qui combattent pour leur rang, ce sont des Camerounais, des Nigérians, des Tchadiens, qui ont été recrutés parce que cela n'a pour pouvoir vivre au quotidien. Donc quand on vient leur proposer un travail de mercenaire... Petit souci technique avec le confrère Christophe Bia du Cameroun. Est-ce que les choses vont s'arranger d'ici peu? Justement, le temps de le retrouver à la Fewakili. On parlait tout à l'heure donc des filières de recrutement de ces combattants africains, mais il faut dire que quand même, il y a quand même une opacité qui règne à ce niveau. Les choses ne se déroulent pas toujours dans la transparence comme on l'aurait souhaité, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours des personnes volontaires qui sont déployées sur le front en Ukraine pour soutenir les efforts de guerre de l'armée russe. Ce sont très souvent des personnes qui se font flouer. On a eu donc quelques témoignages de ce type d'Africains qui estimaient s'être rendus en Russie pour travailler dans divers autres secteurs de la vie civile et qui, en signant des contrats, ont été tout simplement dupés
par ceux qui les y ont emmenés. Ils ont signé dans une langue qu'ils ne comprennent pas, donc dans le russe. Et voilà, on les amène au front. Beaucoup se sont fait tuer, d'autres ont pu s'échapper. Là, récemment, un scandale qui a éclaté, celui de 14 Ghanéens, dont il ne resterait que seulement 3 survivants, dont on ne connaît toujours pas véritablement le sort. Oui, c'est pour tout cela que moi j'ai posé les questions depuis le début. Je ne sais pas s'il y a un véritable engouement. Parce que là, on a 2 explications, hein. Il y a une première qui dit ils y vont de façon volontaire parce que Poutine, c'est un sauveur dans leur pays, dans les régions. Donc, ils sont partisans, ils adhèrent à une vision idéologique, ils s'en vont aider un sauveur. Et de l'autre côté, on dit qu'ils ne vont pas pour des raisons idéologiques, ils s'en vont pour gagner de l'argent. Enfin, certains. Certains. Donc, dans les 2 raisons, ils y vont de façon volontaire. Parce qu'ils sont pauvres, ils s'en vont en espérant gagner de l'argent. Parce qu'ils aiment Poutine, le sauveur, ils s'en vont pour l'aider. C'est volontaire. Mais alors, d'où vient-il qu'on nous dit qu'ils sont abusés, ils ne savent pas de quoi il s'agit. On les a trompés, on s'est dit qu'ils s'en vont être des cuisiniers, des étudiants, des travailleurs, et puis ils se retrouvent dans l'armée. Même des prisonniers qu'on a fait sortir de prison, mais qui ne savaient pas forcément qu'ils allaient faire la guerre. Là, ça n'entre pas dans les 2 explications. Le prisonnier n'a pas le choix. Il est en prison, on lui dit d'être libre, on abuse de lui, tant pis. Il n'a pas le choix de soutien idéologique. C'est un prisonnier, on le sort, il s'en va combattre. Donc, voyez-vous, c'est pour ça, moi, dès le départ, j'ai mis des réserves sur ce phénomène. Si c'est un phénomène, si ça existe. Faisons attention à la propagande, à vouloir expliquer, oui, c'est des sauveurs, Poutine est un sauveur, il se lève pour aller soutenir un sauveur. Ils sont combien qui font ça? Ils sont combien qui font ça? On parle de centaines, voire de milliers, selon une enquête récemment dévoilée par Jeune Afrique. Oui, non, ils n'ont même pas pu identifier le nombre exact. Ils sont dans les approximations. Donc, c'est opaque. Et puis, on dit que Poutine communique plus sur le nombre de prisonniers. Donc, on ne sait pas. Maintenant, oui, ça a existé dans l'histoire. Maintenant, l'autre chose qu'il faut noter, c'est l'échec de cette guerre-là même. Il n'a plus suffisamment de personnes en interne. Il a recours à des mercenaires extérieurs. C'est Poutine avec Wagner qui était le sauveur en Afrique. On venait avec des prisonniers russes. On venait avec les éléments de Wagner. Mais à cette allure-là, si les Africains doivent aller pour combattre en Russie, nos pays AIS doivent comprendre que les Russes ne servent à rien. Donc, ces gens qui veulent aller combattre en Russie, si on a besoin d'eux en Russie, ils doivent rester dans leur pays pour libérer leur pays. Parce que Wagner, le sauveur, il vient. Maintenant, ce sauveur recrute des Africains pour aller sauver la Russie. Il y a un paradoxe. En réalité, en partant en Russie, leur recrutement par la Russie, leur départ, peu importe la raison, économique, idéologie ou autre, est le déni de cette puissance de la Russie-là. Effectivement. C'est le discrédit sur cette Russie qui sauve, sur cette Russie puissante, sur cette Russie amie de l'Afrique. Cela prouve que la Russie est désormais démunie, elle ne pèse rien, c'est un géant au pied d'argile. Si c'est nous, nos jeunes Africains dans la pauvreté, nos jeunes Africains de la rue, qui doivent aller sauver l'armée russe, l'aider à combattre l'Ukraine, c'est que c'est un tigre en papier, la Russie, finalement. Alors, Francis Laloupo, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Très bien. Alors, il y a justement cet aspect, là on parlait tout à l'heure de la duplicité qui est exercée dans le recrutement de ces Africains-là. On le disait tout à l'heure, la plupart d'entre eux pensent aller en Russie pour des motifs économiques strictement, tantôt pour être maçon, pour travailler dans divers secteurs d'activité, et finalement se retrouvent sans le vouloir au front. On a eu des témoignages de ressortissants sierra-léonais, ghanéens, qui ont pu s'échapper dans les pays baltes et qui témoignent du fait que ils ne sont pas venus, ils ne sont pas allés en Russie pour faire la guerre en Ukraine, qu'ils s'y sont retrouvés vraiment sans le vouloir. Alors justement, votre lecture justement sur ces filières de recrutement-là qui ressemblent à s'y méprendre à une sorte d'abus de conscience. Oui, alors, beaucoup de choses ont été dites. Pour répondre à votre question directement, tout à l'heure, je parlais des méthodes de recrutement sur lesquelles il faut beaucoup insister, qui sont quand même, de mon point de vue, des méthodes plutôt crapuleuses, hein, parce que vous avez parlé des volontaires, hein, qu'on trouve notamment en Centrafrique,
qui pour des raisons prétendument idéologiques, ont manifesté leur volonté d'aller s'engager auprès de la Russie pour défendre la cause russe. Bon, alors ça, c'est effectivement, c'est une catégorie tout à fait spécifique. Et puis il y a le profil général, ceux qui sont recrutés, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi, que ce soit en Ouganda ou encore au Rwanda, généralement ce sont quand même des personnes que l'on va chercher dans les prisons, à qui l'on promet une remise de peine. C'est également des immigrés qui sont présents en Russie, à qui l'on promet des papiers, à qui on fait même une sorte de chantage, je dirais, aux papiers, ou des immigrés qui sont menacés d'expulsion, à qui l'on promet un séjour régulier en Russie en échange de leur engagement dans les troupes russes en Ukraine. Donc on a affaire finalement à des méthodes qui tiennent davantage du mercenariat que de l'engagement régulier que d'autres États ont déjà pratiqué par le passé. Au fond, on a connu les tirailleurs, je veux dire, dans des guerres en France, dans des guerres en Europe. On a connu également d'autres engagements volontaires. On a connu des légionnaires qui se sont engagés dans des guerres ici et là. Là, nous avons effectivement affaire, je veux dire, à des méthodes qui sont tout à fait particulières, qui rappellent d'ailleurs souvent la manière dont Wagner, d'ailleurs, a également constitué ses troupes au fil des années. Parce que, faut quand même le préciser, Wagner, c'est quoi? Wagner, c'est quand même, de manière générale, ce sont des malfrats, ce sont des repris de justice, des délinquants. Souvent des exécuteurs de basses œuvres qui constituent, je veux dire, ces troupes qu'on appelle Wagner, qu'on appelle désormais Afrika Korps, depuis que ce Wagner a été nationalisé par Poutine depuis la mort de Prigojine. Voilà donc en fait le climat général, la culture générale dans laquelle baigne votre thématique, ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors j'aimerais revenir très rapidement sur quelques éléments que j'ai entendus de la part de mes confrères. Alors, quand on parle du mythe, le mythe du sauveur, alors, il faut juste simplement faire un bilan pour s'interroger, pour savoir si l'insécurité a, de façon sensible, reculé dans les pays où la Russie a apporté son assistance militaire depuis quelques années. C'est une question simple qu'il faut se poser et savoir quel est le résultat de cet engagement-là, qui d'ailleurs se fait essentiellement à travers Wagner, et non pas par des éléments de l'armée régulière russe. C'est une interrogation également. Par ailleurs, donc, nous avons parlé des profils de ceux qui sont recrutés ici et là, de manière un peu, pas une sorte de démarche de mercenariat, mais effectivement, on a trouvé, il y a quelques temps, on a vu en Centrafrique notamment, des personnes, y compris des personnes au sein de l'armée, manifester leur volonté d'aller combattre en Ukraine au nom de soutien que la Russie apportera à ces pays-là. C'est intéressant parce qu'en fait, vous savez, tout à l'heure quelqu'un a évoqué la question du panafricanisme. C'est le panafricain qui, évidemment, célèbre la cause de la Russie et s'associe à la cause de la Russie contre l'Ukraine. C'est assez intéressant parce que ces mêmes panafricains, en fait, dans leur bréviaire, dans leur discours, ce sont les mêmes qui défendent la souveraineté des États, qui défendent le respect des intégrités territoriales, qui défendent le droit à l'autodétermination des peuples, et qui en même temps applaudissent un pays qui va agresser un autre pays, agresse sa souveraineté, agresse son intégrité territoriale, et nie même jusqu'à son existence. Ce sont là des contradictions qui sont tout à fait intéressantes à notre époque. Je finirai pour l'instant en disant que nous parlons là de ces soldats à usage unique que la Russie embauche, recrute en Afrique pour aller gonfler ses troupes en Ukraine. Mais en fait, il y a déjà d'autres soldats qui sont déjà associés à la Russie depuis très longtemps sur le continent africain. C'est ce que j'appelle les soldats de la désinformation organisée, de la guerre informationnelle. Aujourd'hui, je veux dire, c'est toutes ces personnes qui sont derrière leur écran, qui sont devant leur clavier, et qui participent de la guerre informationnelle que mène la Russie depuis plusieurs années sur le sol africain, et cette guerre de l'information qui est devenue le produit d'importation de premier plan et le plus toxique que la Russie a importé en Afrique. Mais je pense qu'il faut aussi parler de ces soldats-là, parce que ces soldats-là, ce qui sont des soldats peut-être beaucoup plus invisibles, participent également de l'offensive russe en Afrique, qui est, il ne faut pas l'oublier, une offensive idéologique, parce que derrière tout cela, l'Afrique apparaît comme une sorte de variable d'ajustement d'une guerre que la Russie mène contre l'Occident
ne faudrait pas que la